Bonjour à tous. L'épisode d'aujourd'hui va traiter d'un livre, d'un essai rédigé par Jacques Le Goff en 2014 qui s'intitule « Faut-il vraiment découper l'histoire en périodes ?» Alors, Jacques Le Goff est un historien français, un médiéviste, donc un spécialiste du Moyen-Âge. Il est né en 1924 et décédé en 2014. L'ouvrage dont il est question aujourd'hui a été sa toute dernière œuvre. Alors, comme je le disais, Jacques Le Goff est un spécialiste du Moyen-Âge. Il a passé toute sa carrière d'historien à étudier cette période. Et une question qui lui est revenue plusieurs fois, qu'il s'est posée tout au long de son parcours d'historien, est celle de la pertinence du Moyen-Âge en tant qu'époque. Est-ce que le Moyen-Âge existe vraiment? Est-ce qu'il y a une période homogène ou relativement homogène, partageant un certain nombre de points communs, allant du 5e siècle de notre ère jusqu'au 15e siècle avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Alors on sait que c'est une véritable obsession pour les historiens de diviser le temps, la chronologie en époques, en périodes, de segmenter des choses. Effectivement, l'historien dans son travail est constamment en train de chercher des points de rupture, des moments forts, des moments d'accélération de l'histoire qui marquent le tournant entre une ère et la suivante. Et donc cet ouvrage fournit, cet ouvrage qui est un essai très court, une base de réflexion sur ce sujet. Donc dans les premiers chapitres de l'œuvre, Jacques Le Goff produit une réflexion générale sur la périodisation de l'histoire, sur l'histoire de la périodisation. Donc il revient sur les divisions anciennes, les divisions bibliques même, et puis les chapitres suivants sont consacrés spécifiquement à la question du Moyen-Âge, et Jacques Le Goff propose une autre vision du Moyen-Âge, une autre segmentation du Moyen-Âge. C'est son idée du long Moyen-Âge, qui irait de 476 jusqu'à 1789, au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la réflexion de Jacques Le Goff sur ce long Moyen-Âge, sur la pertinence du Moyen-Âge en tant que période. On va surtout ici résumer les chapitres généraux de l'ouvrage concernant la périodisation en général et l'histoire de la périodisation. Alors, pour commencer, pourquoi périodiser? Eh bien, Jacques Le Goff le reconnaît, périodiser l'histoire, c'est périodiser le temps, classifier le temps, c'est mieux le contrôler, c'est mieux pouvoir l'expliquer, c'est mieux pouvoir le structurer. Et donc, la périodisation a en réalité toujours existé. Même à l'époque où l'histoire se résumait à l'étude des textes religieux, il se trouva des auteurs pour regrouper, pour classifier le temps. Précisons que toute période historique n'est pas neutre, aucune classification n'est neutre, puisque elle trahit en fait la vision que l'on a du temps, l'importance que l'on accorde aux différents événements, et même des découpages chronologiques que l'on croit a priori totalement objectifs, comme le siècle, ne l'ont pas toujours été. C'est-à-dire que le terme siècle n'a pas toujours eu le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il désigne une période de 100 ans commençant par une année, comme dit Jacques Le Goff, par une année commençant par 1 et se terminant par une année commençant par 0. Donc par exemple de l'an 1 à l'an 100, de l'an 1901 à l'an 2000. En réalité, le siècle n'a pas toujours eu ce sens, puisque au Moyen-Âge notamment, et même jusqu'au XVIIIe siècle avec Voltaire, le terme saeculum en latin, il désignait d'une part le temps présent, l'univers présent, donc on pouvait dire se vivre dans le siècle, c'est-à-dire que ça désignait l'époque, l'ère à laquelle on vivait avec un certain nombre de personnages importants contemporains à nous-mêmes, mais ça désignait aussi des périodes plus ou moins courtes, mal définies, associées à des personnages importants de l'histoire. Ainsi, on pouvait parler à la Renaissance, par exemple, de l'ère des Césars, du siècle de César, etc. Alors, j'ai mentionné Voltaire juste avant. Eh bien, il se trouve que encore au XVIIIe siècle, le terme de siècle était utilisé d'une façon différente que le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Et ça se voit dans l'œuvre de Voltaire, Le siècle de Louis XIV, rédigée en 1755. Dans cette œuvre, Voltaire découpe l'histoire en 4 périodes, 4 siècles, selon ses termes. Ces 4 siècles sont le siècle de la Grèce antique et de Périclès, le siècle de César et d'Auguste, le siècle de la prise de Constantinople par Mehmet II et de la Renaissance, et le siècle enfin de Louis XIV. Donc on voit que
Chez Voltaire, le terme siècle désigne une période plus longue qu'un siècle en fait, et est nommé d'après le moment d'apogée civilisationnel qu'a connu cette période. Pour revenir un petit peu à l'histoire de la périodisation du temps, si on regarde dans la Bible, très tôt, la Bible met en avant un personnage, un certain Daniel, un prophète, qui aurait annoncé une division du temps humain, de l'humanité, en 4 périodes. Alors le chiffre 4 est très symbolique dans la Bible parce que c'est un chiffre qui correspond à une périodisation naturelle, parce qu'il correspond aux 4 saisons de l'année. Il faut savoir qu'en fait, toutes les périodisations proposées par des personnalités religieuses reprennent soit le chiffre 4, soit le chiffre 6. Donc proposent une périodisation en 4 périodes ou en 6 périodes. Alors 4, je l'expliquais, c'est parce que c'est associé au rythme des saisons dans l'année. 6, c'est parce que c'est associé aux 6 âges de la vie humaine. Donc la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, l'adolescence, la jeunesse, l'âge de la maturité et la vieillesse. Alors, petite précision ici, donc on voit qu'il y a une analogie qui était faite dans les périodisations anciennes et religieuses entre la vie humaine et la vie de l'humanité. Et pour cause, eh bien, dans la vision de l'histoire, et ça Jacques Le Goff le précise même dans ses autres ouvrages, dans la vision de l'histoire qu'avaient les auteurs religieux, eh bien, il y a toujours cette notion de déclin, de vieillissement de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité tout d'abord va vers sa fin, va vers sa mort, à l'image de l'individu qui vieillit jusqu'à mourir. Et chaque époque est systématiquement, en tout cas passé un certain cap, systématiquement moins bien que la précédente, parce qu'on va vers un déclin, un vieillissement, et sur le plan moral, sur le plan de la vie humaine, forcément tout vieillit, tout décline. Voilà, et cette idée, bien sûr, Jacques Le Goff le souligne, ne laissait pas beaucoup de place à l'idée de progrès qui ne s'imposera finalement qu'au XVIIIe siècle, avec les Lumières, dont Voltaire. Et Voltaire, à l'inverse de cette vision pessimiste de l'histoire, de l'écoulement du temps, va affirmer que dans sa division de l'histoire en 4 siècles, de Louis XIV est celui au cours duquel l'humanité a atteint le plus haut degré de civilisation. Donc on voit qu'il y a un inversement de la façon de voir l'histoire et l'écoulement du temps. Pour terminer avec ces vieilles divisions religieuses, donc j'ai parlé de la division de Daniel, du prophète Daniel en 4 âges. Saint Augustin aussi au 5e siècle a proposé donc une division de l'histoire humaine en 6 périodes. Donc j'ai expliqué pourquoi le chiffre 6 était aussi symbolique. Et ce qu'il faut préciser avec cette division proposée par Saint Augustin, c'est que la dernière période commence avec la naissance du Christ. Donc c'est la période dans laquelle lui-même se situait, vivait, et dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Ce qu'il est important de noter, c'est que Saint Augustin, par cette proposition de périodisation, va inspirer un autre auteur, un siècle plus tard, qui s'appelle Denis le Petit, qui était un auteur scythe qui vivait à Rome. Et Denis le Petit va être le premier à établir le calendrier chrétien qui démarra avec la présupposée naissance du Christ. Donc ce calendrier qui est aujourd'hui reconnu par l'ONU, qui est utilisé à peu près par le monde entier, avec l'exception bien sûr, avec certaines exceptions dont les pays musulmans. Mais ce calendrier qui démarre avec la naissance du Christ il y a un peu plus de 2000 ans, date de Denis le Petit qui a lui-même, selon ses propres calculs, essayé de situer la naissance de Jésus-Christ. Donc il est très probable que Denis ait été influencé par Saint Augustin un siècle plus tôt. Alors pour maintenant dire quelques mots sur l'idée de Jacques Le Goff, la proposition de Jacques Le Goff de remettre en question la division actuelle de notre histoire occidentale, en particulier le Moyen-Âge. Donc bien sûr, Jacques Le Goff revient à l'origine de cette division, de la naissance du Moyen-Âge. Pour ça, pour la comprendre, il faut remonter à la Renaissance. Donc au moment de la Renaissance, à partir de la fin du XIVe siècle en Italie, certains auteurs, en particulier Plutarque, vont, en redécouvrant les textes antiques, en étudiant également les textes médiévaux bien sûr, vont avoir le sentiment qu'ils font eux-mêmes partie d'une nouvelle ère, un nouvel âge, qui se situerait après une longue période d'âge sombre, d'obscurantisme,
et qui serait séparée par cette longue période d'âge sombre d'une autre période glorieuse, d'un âge d'or qui serait l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine, qui serait l'âge d'or intellectuel de la philosophie, des arts en Europe. Et donc cette génération d'intellectuels, comme je le disais en particulier Plutarque, vont être à l'origine de la distinction Antiquité et Moyen-Âge, et vont aussi inconsciemment être à l'origine de l'idée que la fin du Moyen-Âge amène sur une nouvelle ère, alors non pas les temps modernes, mais plutôt la Renaissance, parce qu'il y a bien sûr une renaissance intellectuelle et artistique du fait de cette redécouverte de l'Antiquité. Donc cette idée de Antiquité, Moyen-Âge, et puis Renaissance et éventuellement temps moderne naît à cette époque. Alors dans les siècles qui suivront, Plutarque et la Renaissance, l'histoire sera peu à peu considérée comme une discipline savante, donc elle va être étudiée dans les universités, dans les académies, elle sera peu à peu enseignée, bien sûr ça reste très élitiste, l'enseignement, il n'y a pas de massification de l'enseignement jusqu'au 19e voire 20e siècle, mais l'histoire est enseignée, l'histoire est étudiée, et périodiser l'histoire, ça permet bien sûr d'avoir différentes facultés, différents spécialistes, donc il y a un contexte favorable à la division du temps, au moment de l'établissement de l'histoire en tant que discipline savante. Cependant, avant le 19e siècle, on ne reprend pas forcément cette division qui avait été faite, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance ou temps moderne. Au contraire, on va plutôt revenir sur une périodisation assez classique, assez traditionnelle, c'est-à-dire que souvent on aura dans les universités qui enseigneront l'histoire une distinction entre l'histoire biblique et mythologique, l'histoire antique, donc on a quand même cette notion d'antiquité, avec donc l'antiquité grecque et romaine, et puis l'histoire nationale, l'histoire patriote presque. Et là, on est un peu plus effectivement dans l'histoire médiévale. Donc, une division assez traditionnelle, mais qui finalement a quand même intégré la notion d'antiquité, Moyen-Âge, et puis de l'ère actuelle. Alors quand va véritablement être le concept de renaissance va véritablement s'imposer, eh bien en fait selon Jacques Le Goff, c'est au 19e siècle, avec un auteur que tous les historiens français connaissent bien, c'est Jules Michelet. Jules Michelet, dans son Histoire de France, va, après avoir passé plusieurs ouvrages sur le Moyen-Âge français, va, au moment de son travail sur la Renaissance, insister sur la renaissance intellectuelle, artistique, sur le renouveau qui a lieu à cette période, et va lui-même imposer le terme de Renaissance dans les universités françaises, et puis sera repris dans les autres pays européens, bien qu'on peut remettre en question cette primauté de Jules Michelet avec ce concept de nouvelle période au moment de la Renaissance, parce que d'autres historiens, un historien de l'art allemand avait déjà souligné les changements de tendance qui surviennent à partir du 15e et 16e siècle, Donc il s'agit d'un certain Burckhardt, un historien de l'art allemand qui enseignait un petit peu avant Jules Michelet, qui insistait un petit peu avant Jules Michelet sur le changement des consciences qui a lieu à cette période. Mais quoi qu'il en soit, Jacques Le Goff considère qu'à ce moment, Jules Michelet invente véritablement la Renaissance et invente aussi, ou du moins fixe, l'idée de Moyen-Âge. Parce que une fois qu'on a inventé la Renaissance, on marque la fin du Moyen-Âge. Le début du Moyen-Âge était déjà marqué traditionnellement avec la fin de l'Empire romain. Et donc ainsi, le Moyen-Âge a été inventé au même titre que la Renaissance, qui, par extension, sera aussi appelée temps moderne. Et puis par la suite, la distinction temps moderne, époque contemporaine, est plutôt est propre en fait à l'école française, aux historiens français ou francophones, puisque dans les autres pays européens, la distinction temps moderne, époque contemporaine n'est pas faite sur la même base. Donc ça, voilà, c'est une autre histoire. Pour terminer, donc, après avoir expliqué la naissance de l'invention de la Renaissance et du Moyen-Âge, Jacques Le Goff termine avec un ultime chapitre dans lequel il défend son idée d'un long Moyen-Âge. Et donc il défend son idée que le Moyen-Âge ne s'arrête pas en 1492, mais continue jusqu'au XVIIIe siècle. Alors pourquoi ? Eh bien, Jacques Le Goff s'appuie essentiellement sur des arguments d'ordre économique et sociaux, ce que, a priori, je peux lui reprocher. Donc il souligne le fait que, bien sûr, l'Europe reste
largement une société rurale, qu'il n'y a pas de fracture nette entre les deux périodes puisque des villes existaient déjà au Moyen-Âge avec une activité intellectuelle importante, la remise en cause de la religion a déjà commencé au Moyen-Âge et en même temps la religion reste très présente jusqu'au XVIIIe siècle. Donc Jacques Le Goff remet aussi en question l'idée que la réforme donc protestante aurait marqué une nouvelle fracture dans la société européenne. Bien sûr, il reconnaît l'importance de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais pour autant, il reconnaît aussi les changements qui vont avoir lieu à partir de ce moment en Europe, la création des nations modernes, des États modernes. Mais pour autant, il défend son idée que tous ces éléments sont déjà présents dans la dernière partie du Moyen-Âge et qu'on est finalement dans une continuité logique de toutes ces tendances. Alors, à titre personnel et très modestement, je remets en question cette analyse parce que je pense que si on se base sur des éléments d'ordre économique, sociaux, voire même politique pour définir le passage d'une période à une autre, eh bien alors on peut tenir le même discours pour l'Antiquité. Pourquoi doit-on considérer que l'Antiquité prend fin en 476, d'autant que la date 476 en fait ne correspond à aucun événement important. 476, c'est la dépossession du dernier empereur de l'Empire romain d'Occident localisé à Ravenne et le renvoi des insignes impériaux à Constantinople, ce qui marque en fait la fin d'un pouvoir centralisé romain en Europe de l'Ouest. Mais en réalité, les dépossessions d'empereurs étaient courantes à l'époque, et dans les années, les décennies qui ont suivi cet événement, les différents rois barbares ont chacun cherché à se faire reconnaître à leur manière comme nouveaux empereurs de la partie occidentale de l'Empire. Ils ont cherché à se faire reconnaître soit par l'évêque de Rome, ce qui deviendra plus tard le pape, ou soit par l'empereur de Constantinople. Donc il n'y a pas eu de cession politique importante à cette époque. Et sur les plans économiques et sociaux, bien sûr, il n'y a aucune fracture en 476. Il y a seulement la logique, la continuité d'une tendance qui était là depuis un petit moment, c'est-à-dire le dépeuplement des villes, la fragmentation des sociétés rurales. Il n'y a pas plus de fracture entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge qu'il n'y en a entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. Au contraire, à mon sens, la Renaissance marque le début de changements beaucoup plus importants que ne l'a marqué 476. Donc voilà, à titre personnel, je ne suis pas convaincu par l'argumentation de Jacques Le Goff. Il n'est pas là pour répondre, bien sûr, mais c'était un petit commentaire personnel que je souhaitais faire sur ces réflexions. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt pour de nouveaux podcasts.